Merci beaucoup, docteur. Et nous avons le docteur Lévy avec nous. Nous allons poser des questions et nous allons donc commencer la séance de questions-réponses. Docteur Hakim, est-ce que vous croyez que les enfants doivent être diagnostiqués s'il y a par exemple des signes chez les parents ou le fait d'essayer de diagnostiquer les enfants, c'est pas une bonne idée? Oui, pour répondre à votre question, je dois dire que en tant que spécialiste pour les adultes, eh bien, je crois que je passe du temps en train de parler avec des collègues à ce sujet. Je crois que tout le monde est d'accord. Si l'enfant montre des signes d'hypermobilité, alors il va satisfaire les critères, donc il sera diagnostiqué comme EDS hypermobile. J'en ai parlé, mais il y a beaucoup de signes qui peuvent ne pas être présents au début de la vie. Et c'est pas facile pour diagnostiquer le syndrome LR dans l'os. Je crois que, alors, parfois c'est pas très clair, c'est pas totalement clair. Je crois que l'enfant doit être traité concernant ses problèmes de santé. Et je crois qu'il faut faire un monitoring, il faut faire un suivi, parce que les choses peuvent changer, le diagnostic peut changer dans le temps. Merci. Une question, docteur Lévy. Alors, vous avez présenté comment le diagnostic est nécessaire pour être couvert par les entreprises d'assurance, mais il n'y a pas de code en ce qui concerne le CED hypermobile. Même si ceci a été diagnostiqué, que se passe-t-il avec les entreprises d'assurance? Est-ce qu'on va créer un nouveau code? Eh bien, je suis désolé. Je dois dire que, tout d'abord, je devrais dire que le diagnostic n'est pas toujours nécessaire, mais c'est nécessaire par ceux qui ont, n'est-ce pas, du pouvoir. Et en ce qui concerne les fournisseurs de services de santé, nous avons besoin de l'OMS qui doit reconnaître que le SD est une condition qui doit avoir, une maladie qui doit avoir un code pour être couvert. Alors, je crois que nous avons alors la présence au niveau de l'ICD 11, donc International Code for Diseases, le code international. Dans le cas d'hypermobilité articulaire, il y a des codes dans la plupart des cas. Dans les maladies chroniques, il y a des codes partout en ce qui a trait à le HSD et le CED. Il y a beaucoup de codes concernant, par exemple, la fibromyalgie, les problèmes gastro-intestinaux, etc. Je crois que même sans code pour HSD, il y a beaucoup de codes qui peuvent être utilisés. Indépendant de ceci, on peut ajouter des codes pour que ceci puisse paraître même vous avez l'impression d'être même plus malade de ce que vous n'êtes. Si vous avez besoin de ça, on peut le faire. Merci. Docteur Hakim, et que se passe-t-il s'il y a quelques symptômes? Et tout d'abord, ces symptômes s'empirent et deviennent donc très difficiles, une vie difficile. Je crois que pour répondre à la dernière question, je crois que alors à partir de l'année 2020, il y aura donc la classification, le catalogue des maladies de l'ICD 11, mais je crois que le syndrome avec hypermobilité sera inclus. Je crois qu'il va y avoir les codes pour le CED. Il faut attention à ça, faire attention à ça. Et je crois qu'on aura les codes pour les entreprises d'assurance. Ceci va être publié. Je crois que nous allons obtenir de nouveaux codes là-dessus. Et revenons à nos moutons. Votre question, je crois qu'il s'agit de pourquoi est-ce que quelqu'un peut développer des symptômes d'une façon soudaine. Je crois que l'histoire de santé peut être différente chez des gens différents, mais je crois que le développement rapide concerne quelqu'un que je... Bon, c'est quelque chose que je reconnais, n'est-ce pas? Ça concerne des gens qui viennent nous voir. Et je dois dire qu'il y a des éléments, des triggering events, des éléments qui vont déclencher la situation, que ce soit une lésion physique, c'est évident dans l'histoire, du malade, parfois des aspects environnementaux ou des changements d'activité, des choses comme par exemple changer de l'endroit où l'on travaille, changer de poste de travail, changer de bureau, changer de chaise, changer les activités physiques aussi. Ceci peut déclencher quelque chose. Et je crois que nous devons voir ceci aussi, la croissance, peut-être la puberté, peut être aussi un problème. Une femme, par exemple, qui attend un bébé, donc la gestation peut être donc un élément qui peut déclencher des problèmes. J'ai vu d'autres éléments quand le corps
et sous stress dans d'autres situations, par exemple après les infections, quand on a besoin des problèmes de traitement pour des problèmes de santé. Alors ceci va créer des problèmes physiques, un stress physique, et ceci, il faut y penser, il faut en parler. Je crois qu'il faut explorer ceci en détail. Il y a des cas dans quelques situations, nous devons essayer de voir le pourquoi quelque chose arrive soudainement, pourquoi ceci soudain, mais vous n'avez pas de réponse à l'instant. Merci. Docteur Levy, est-il possible que ceci puisse empirer quand il y a une situation traumatique, même avant? Est-ce que cette lésion peut déclencher que ça s'empire? C'est ce que notre ami avait dit. Je crois que nous le voyons donc, quand il y a des infections, quand il y a d'autres choses qui peuvent déclencher que les symptômes s'empirent. Je crois que oui, nous voyons ceci. Oui, je suspecte que derrière la question, ce qui existe, c'est le pourquoi. Pourquoi est-ce que les choses s'empirent? Et pourquoi est-ce qu'on ne va pas redevenir comme avant, cet événement qui déclenche la situation? On ne sait pas, c'est une question merveilleuse, mais nous devons faire de la recherche là-dessus. Ça arrive, on ne sait pas le pourquoi. Merci. Dr. Hinn, alors toutes les fractures qui ont lieu dans le cas de CED avec hypermobilité, oui, il faut dire que ces fractures sont plus fréquemment constatées. Je me demande si c'est par rapport à la population générale quand on dit que c'est plus fréquent. Ce n'est pas plus fréquent que ce que l'on arrive à trouver dans la population générale, mais on essaye de comprendre maintenant qu'il y a des variantes, il y a des aspects qui vont se chevaucher. Dans le cas d'osteogenesis imperfecta, par exemple, donc les gens peuvent savoir que ceci a été publié récemment, et le CED avec hypermobilité, une densité osseuse très faible, beaucoup de fractures au moment de l'enfance. Ceci va être associé avec le type de problème génétique. Il y a des choses qui vont se chevaucher. Et nous devons voir que ceci, peut-être c'est le type CED, mais avec osteogenesis imperfecta, ceci va se chevaucher, mais le risque en général de fracture percée chez l'enfant ou chez le cas des adultes, c'est la même chose. Parfois, il faut constater ceci. Mais il n'y a pas de raison pour qu'il n'y ait plus de fractures. Docteur Levy, si nous suivons les critères de l'année 2017 en ce qui concerne le diagnostic, est-ce que nous devons faire des tests génétiques pour constater qu'il n'y a pas ce type le plus rare de CED? Je crois qu'en ce moment, il y a une tendance dans le monde, c'est pas généralisé. C'est pas pareil dans le monde entier, mais il faut dire que maintenant, ça s'est ralenti, c'est plus, le coût sont moindres maintenant. C'est meilleur marché. Alors, c'est meilleur marché, et il faut voir, par exemple, il faut analyser, c'est-à-dire que maintenant, c'est moins cher, donc le seuil pour passer des tests. Maintenant, ça devient plus facile. Il faut comprendre les tests génétiques. Je crois que beaucoup de gens ont compris ceci. Je vous prie de bien vouloir faire attention à cette présentation. Je crois que ceci peut nous donner une idée sur cette sorte d'incertitude. La réponse n'est pas toujours c'est normal ou c'est pas normal. Il y a des zones grises où le fait de faire cette séquence génétique, on ne sait pas suffisamment sur le génome humain pour dire cette variation est normale et pathologique ou c'est quelque chose de gris. Du point de vue des coûts, oui, c'est beaucoup plus facile et ceci vaut la peine si vous pensez qu'il se peut qu'il y ait donc une maladie rare, type CED rare, il faut le faire, mais vous devez penser qu'il faut constater que peut-être c'est pas certain. S'il y a une variante qui peut ou peut pas être anormale, vous devez être préparé pour ceci, pour ce type de choses qui n'est ni noire ni blanche. C'est une situation où, une fois que vous passez le test, c'est de l'incertitude. Eh bien, docteur Hakim, que se passe-t-il si, par exemple, ce test n'est pas capable de donner une réponse qui peut conclure les choses? Nous devons voir la littérature et nous devons voir ce qui s'est passé il y a 30 ans auparavant. Les comparaisons entre cet outil et ce qu'il y avait avant, eh bien, ceci, on parle de
beaucoup d'articulations impliquées. Et s'il y a 5 régions du corps, nous devons dire que ceci nous donne beaucoup de probabilité d'avoir la présence généralisée, generalized hypermobility, une hypermobilité généralisée. Et maintenant, plus qu'avant. Et la réalité, c'est que dans la pratique clinique, ceci est un élément à constater. Nous sommes en train d'explorer ceci pour comprendre ceci mieux et de travailler mieux en ce qui concerne ces critères. Le problème tel que je le vois, et je constate que je parle, aussi avec les autres en détail à ce sujet, c'est que si le Bayton score est positif, en d'autres cas pour les adultes, si vous avez 5 ou plus sur 9, ça veut dire d'accord, vous pouvez considérer que vous avez l'hypermobilité articulaire généralisée. Mais dans la pratique clinique, si c'est moins de 5, alors si c'est négatif, ce Bayton score, cet index de Bayton, alors il faut considérer toutes les autres articulations qui peuvent être impliquées, qui peuvent être aussi importantes, considérer le cou, considérer les épaules, considérer la hanche, considérer les petites articulations de la main et des pieds, des mains et des pieds en même temps. Alors c'est bien si c'est positif. Ceci vous permet d'être dans le groupe, mais vous avez des faux négatifs qui ne peuvent pas être exclus dans la pratique clinique. Donc il faut continuer à explorer, continuer à étudier, et vous pouvez avoir quelque chose type Bayton Plus. C'est-à-dire, et la dernière question, Dr. Levy, est-ce que nous avons la possibilité d'avoir quelque chose de génétique? Il faut voir qu'est-ce que c'est que la génétique. Quand je me pose la question, est-ce que ceci a trait à des éléments génétiques? Les gens veulent me poser la question pour me dire, est-ce qu'il y a erreur génétique, des erreurs génétiques qui vont provoquer la situation? Est-ce que c'est un gène qui a ces problèmes? Mais en tant que spécialiste en génétique, je crois fermement qu'il y a des composants génétiques partout. Si nous avions le temps nécessaire, je permettrais de vous dire, la probabilité d'être, renversé par une voiture est aussi génétique. Je vais dire, au nom de génétique, les contributions génétiques à toutes les conditions, oui, d'accord, c'est génétique. Mais dans le contexte, je crois qu'un seul gène qui peuvent être considérés comme hérités du point de vue autosomique dominante ou récessif. Alors, il faut dire que c'est un spectre, c'est comme le HSD. C'est beaucoup de conditions, beaucoup de maladies qui peuvent arriver et il faut voir ce que l'on va inclure. En même temps, avec le temps, les symptômes évoluent et tout ceci change. Et comme il s'agit d'un spectre de maladies, un groupe de maladies, on ne peut pas parler en singulier, c'est un pool, c'est un groupe, un spectre. Donc je crois que beaucoup de ces conditions spécifiques que nous allons considérer comme HSD, considérant que c'est un seul gène, il faut dire que c'est peut-être différent, mais je crois que beaucoup d'autres seront multifactoriels. Il y a des éléments génétiques, bien sûr, mais il y a beaucoup de pain sur la planche, beaucoup de choses à étudier. Je vous remercie, vous deux. Et maintenant, nous allons passer à la pause et nous allons voir ce que nos amis de la communauté doivent nous dire. Merci.